En fait, 100 000 hectares, c'est la taille dont tu as besoin pour que l'écosystème soit à l'équilibre, pour que tu puisses avoir les grands prédateurs qui reviennent. Jusqu'à quelques centaines d'hectares, tu vas gérer les herbivores. Quelques centaines d'hectares, tu vas gérer la mosaïque de biosphère, de biotope. C'est-à-dire que tu vas avoir du vallon, de la vallée, des forêts, des choses comme ça. Mais si tu fais rien, c'est de la forêt. Et donc tu perds en richesse. Jusqu'à quelques milliers d'hectares, tu vas gérer les herbivores, mais il n'y a pas les grands prédateurs. On leur pitch le projet, on les fait visiter, on leur explique pourquoi on fait ça. Dans la journée, ils appellent leur bras droit et ils disent « cherche-moi 100 hectares de forêt ». Tu vois, il y en a plein qui font ça. Pour faire la même chose. Donc ça, c'est notre mission, c'est faire des dizaines et des centaines de petits bébés costiles. J'ai choisi de terminer cette série sur le domaine du costil par le témoignage de Rodolphe Landemaine, boulanger, entrepreneur et visionnaire, passionné par les dynamiques de la faune sauvage. Après une immersion dans le vivant, de ces 170 hectares au cœur du bocage normand, je rencontre Rodolphe en sortant du métro dans sa boulangerie Land & Monkeys à Paris. Rodolphe a une vision et il y croit très fort. Et si les entrepreneurs à succès mettaient leur argent dans la création de centaines de domaines réensauvagés? Mais pour que l'argent prenne le chemin du vivant, cela demande à ce que les entrepreneurs fassent le travail de reconnexion au vivant, à celui qui les habite et à celui qu'ils et elles habitent. C'est pour cela qu'avant tout blabla, Rodolphe fait découvrir le domaine du costil à son réseau de business parisien. L'expérience est essentielle à l'apprentissage. Je m'appelle Opaline, j'ai créé le podcast Agroécologie Voyageuse et cet épisode a été réalisé en partenariat avec le domaine du costil. Je vous laisse maintenant avec Rodolphe, à qui, pour démarrer cet entretien, j'ai demandé comment il se connectait à son vivant intérieur. En moi, c'est d'abord l'impression que tout est un tout. Tu vois, d'avoir compris que tu fais partie d'un tout. Donc ça, c'est très intérieur et très personnel, très spirituel. C'est vraiment le choc de comprendre que finalement, rien n'est dissocié et que tout fait partie de ce tout, qui est une pensée qui est relativement lointaine, qui a 2500 ans. Je ne sais plus comment le philosophe qui avait théorisé ça, mais c'est vraiment ça. Donc intérieurement, c'est de me dire que je suis connecté à tout ce qui est autour de moi. Et à l'extérieur, c'est l'expérience de ce que je vis, bien sûr au domaine du costil en Normandie, mais ailleurs, c'est de le palper, de le ressentir quand tu es à l'intérieur de ce vivant-là. Et c'est d'ailleurs ça qu'on essaye de transmettre quand on décide de recevoir des gens sur place, et pas de causer, de parler de ces sujets-là dans les bureaux policiers du 8e arrondissement, mais de les recevoir sur place pour faire écho à ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'émotions, de choses impalpables qui rentrent en eux qu'on peut finalement parler de ça maintenant. Et sinon, ça ne marche pas, parce que tu n'as pas touché son cœur. Et ça, c'est important pour, d'une part, parce que tu le sais, on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On connaît toutes ces choses-là. Et donc, il faut réapprendre à se mettre dans ce vivant et réapprendre aussi à avoir ces sensations qu'il y a quand on est à l'extérieur de ces technococons là dont on parle. C'est le froid, la chaleur, l'humidité, la terre, les choses qui faisaient partie de nous. Et aujourd'hui, dont les gens se sont coupés, involontairement d'ailleurs, en restant bien confortablement derrière leur écran et dans leur canapé. Et cet extérieur leur fait peur maintenant. Tout leur fait peur. Un insecte, tu vois, un lézard, une couleuvre, un oiseau, les bruits qu'ils ne maîtrisent pas, tu vois. Et tu ne peux pas imaginer protéger tout ça si tu ne te réappropries pas et si tu ne te reconnectes pas à ça en te disant c'est trop beau. Qu'on aborde très peu ces sujets à Paris ou dans les bâtiments aseptisés, mais qu'on décide d'amener les gens sur place et de parler de ces choses-là sur place. Et je t'assure que c'est pas du tout le même effet. Parce qu'en plus, comme il y a ce côté wild, tu vois,
qu'on n'a plus l'habitude de voir. C'est ça que je veux dire. On a, même à la campagne, un côté très aseptisé, les arbres taillés, la pelouse coupée. Tu sais, on a l'habitude de ça, les fleurs bien rangées, le mec qui enlève les feuilles qui sont mortes. Tu as l'impression que c'est une campagne, et c'est une fausse campagne. C'est une espèce de tableau qu'on a brossé de la façon dont on imagine la campagne et le vivant. Mais c'est pas ça. C'est de l'altérité, c'est du wild, c'est du sauvage, c'est beaucoup de choses qui s'entremêlent. Tu sais, au Japon, on dit wabi-sabi. C'est trouver la beauté dans l'altérité, dans ce qui n'est pas parfait. Et je pense qu'on a oublié ça. Et nous, on veut que ça soit Versailles. Je caricature, mais c'est un peu ça dans nos parcs. Moi, je me suis dingue de ne pas avoir dans les parcs des zones complètement sauvages pour que et les gens, ils la regarderaient différemment. En fait, ça pourrait redevenir ce qui est la norme. Mais je comprends, tu sais, cette peur de l'envahissement. Tu peux avoir autour de ta maison une zone un peu tampon. Parce que tu veux pas te faire... On en parle avec mes copains, tu vois. On n'a pas envie que ce sauvage arrive jusque dans ta maison parce que c'est trop violent, on n'y arriverait pas. Et pourtant, si tu prends les peuples premiers, c'est ce qui se passe. Au fil de nombreuses lectures et rencontres, Rodolphe a pris conscience du rôle clé que pouvait jouer l'humain dans la régénération du vivant. Il me partage notamment l'éveil qu'a généré en lui la rencontre du naturaliste Gilbert Cochet, co-auteur du livre « Réensauvageons la France », plaidoyer pour une nature sauvage et libre. Mais après, qu'est-ce que je peux faire de vraiment utile et juste avec mes ressources financières ? C'est là que le moment de la mise en application arrive, et c'est essentiel pour Rodolphe de porter le projet comme un entrepreneur. On va monter un collectif, mais on va en faire des dizaines de milliers d'hectares. On va pas faire un petit jardin en disant « Oh, t'as vu, c'est super, il y a 3 oiseaux, machin. » Non, on va, sur 20 ans, avoir un business plan ambitieux au service du vivant. C'est ça la différence. C'est ça que je trouve génial, c'est que tu entreprends, mais pour une cause, tu vois. Mais tu le portes comme une entreprise. Tu ne le portes pas comme une espèce de collectif associatif qui n'a pas d'impact. C'est un peu violent ce que je veux dire, mais c'est parce que je veux des impacts positifs. Et ce qui me gêne dans le tissu associatif parfois, c'est l'incapacité à aller vite. En fait, il y a des qualités à l'entreprise, attention. Mettre ces skills, entre guillemets, qu'il y a dans une organisation à but lucratif au service d'une autre cause, ça me plaît beaucoup parce que c'est ce que les entrepreneurs savent faire et qui pourraient mettre ces skills-là au service d'autre chose. C'est quand même des meneurs, des gens assez énergiques, visionnaires, puissants parfois, tu vois. Ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, mais au lieu de s'enrichir, ils pourraient aussi la mettre au service d'autres choses. Et parfois, donc, l'association est réservée à une autre typologie de personnes. Je dis ça parce qu'en fait, j'essaie de canaliser la force de ces gens-là que je connais, tu vois. Donc tu dis les mecs, mais il y a aussi quelques femmes, j'imagine. Ouais, je dis non, mais bien sûr, il y a quelques femmes, mais je vois que c'est quand même vachement plus masculin. Ouais. C'est un fait. Parce qu'il y a cette notion de compétition. Ouais. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes intellectuellement. Dans les 100 joueurs les mieux classés au monde aux échecs, parce que j'ai joué aux échecs pendant une dizaine d'années en club, c'est 100 mecs. Il n'y a pas de différence intellectuellement entre le cerveau d'une femme et le cerveau d'un homme, tu vois. Pourquoi les 100 premiers mondiaux sont des hommes ? Mais c'est juste ce truc à... C'est la compète qui fait la différence. C'est juste que les mecs veulent gagner. Donc, on a une association locale qui vient animer le lieu. On a le fonds de dotation qui est actionnaire des holdings, qui lui poursuit un but un peu national, voire international, mais au moins national. Tu vois, on mène des actions sur le territoire français. Le mois passé, on a financé, par exemple, cofinancé avec Ben Goldsmith, qui travaille autour du rewilding en Angleterre, la réintroduction du castor en Ariège. Tu vois, il y avait une asso qui bossait là-dessus, on a cofinancé, on était fiers, tu vois, on le dit. Et l'association, localement, elle vient mener des projets divers et variés de reconnexion vivant, pas maraîchage, apprendre à bouturer, apprendre à greffer, une sortie champignon, une sortie à ornitho avec des scientifiques, une sortie plantes sauvages et cuisine de plantes sauvages, donc transmettre, animer le lieu localement pour qui s'implantent localement et recevoir comme je te dis, des organisations diverses et variées sur site pour faire de la pédagogie autour de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plein de bébés costiles. Et il y a plein déjà de gens qui ont fait des bébés costiles, tu vois. Donc, on fait passer des entrepreneurs qui ont soit des ressources financières,
soit du foncier, souvent c'est les deux. On leur pitch le projet, on les fait visiter, on leur explique pourquoi on fait ça. Dans la journée, ils appellent leur bras droit et ils disent cherche-moi 100 hectares de forêt. Tu vois, il y en a plein qui font ça. Pour faire la même chose. Donc ça, c'est notre mission, c'est faire des dizaines et des centaines de petits bébés costiles avant de mener un projet plus ambitieux. Parce que pour nous, c'est un jardin en fait. Les gens disent ouais, 200 hectares et tout, mais je dis moi j'aimerais avoir 20 000 hectares, 200 000 hectares, dans lequel il y aurait les grands prédateurs qui reviendraient. En fait, 100 000 hectares, c'est la taille dont tu as besoin pour que l'écosystème soit à l'équilibre, pour que tu puisses avoir les grands prédateurs qui reviennent. Jusqu'à quelques centaines d'hectares, tu vas gérer les herbivores. Quelques centaines d'hectares, tu vas gérer la mosaïque de biosphère, de biotopes. C'est-à-dire que tu vas avoir du vallon, de la vallée, des forêts, des choses comme ça. Mais si tu fais rien, c'est de la forêt. Et donc tu perds en richesse. Jusqu'à quelques milliers d'hectares, tu vas gérer les herbivores, mais il n'y a pas les grands prédateurs. Parce que ce n'est pas des territoires assez grands pour les grands prédateurs. Donc tu vas devoir gérer les herbivores. Ça veut dire les tuer, quand il y en aura trop. Pourquoi ? Parce que les grands herbivores, ils migrent sur des milliers de kilomètres, normalement, dans la nature. Mais ils ne peuvent pas. Ils sont bridés sur leurs 2-3 000 hectares. C'est petit, en fait. Et à partir de 100 000 hectares, tu as les grands prédateurs qui viennent faire leur boulot d'équilibre. Donc les loups, les lions, ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Et là, tu n'as plus besoin de l'humain. C'est ça que je voulais dire. C'est que là, tout s'équilibre naturellement. Ils ont la surface pour migrer, les grands herbivores, comme les gnous dans les plaines du Serengeti, ou les rennes là-haut en Laponie. Et tu as les grands prédateurs qui viennent prédater les faibles et qui suivent ces migrations et qui viennent prédater les faibles, les malades, les jeunes, etc., qui viennent d'une certaine façon équilibrer tout ça. Et nous, on ne peut pas en France. C'est inimaginable en Europe occidentale. C'est trop densément peuplé. Mais par contre, on peut commencer, c'est ce qu'on fait, par des initiatives pour commencer le premier pas, des îlots de vie. Pourquoi c'est des îlots de vie? Tu vois, le Costil, il y avait 35 espèces d'oiseaux en 2018 recensées, et là, on vient de passer les 100 la semaine dernière. Les ornithos qui ont, en 8 ans, là, on vient de passer les 100 espèces vues au Costil. Tu vois. Donc, ces îlots de vie, la vie s'y engouffre, parce qu'il n'y en a pas à côté. Donc, il s'y engouffre. Donc, en fait, tu imagines des centaines d'îlots de vie. Déjà, c'est hyper important. Ça peut même être un parc dans Paris, tu vois, ça peut être plein dans lequel la vie s'y engouffre. Des corridors écologiques, tu vois, c'est largement envisageable avec la diagonale du vide, il y a plein d'endroits. Et après, tu imagines des grandes initiatives étatiques qui répondent aux recommandations du GIEC, qui parlent et qui préconisent et qui dit ouvertement qu'il faudrait 30% des surfaces émergées laissées en libre évolution. Donc nous, on en est loin parce qu'en France, c'est 1%. Il y a 1% de la surface en France sur les 550 000 km² seulement où il n'y a pas d'activité humaine. Mais ces 1%, ils sont où? Ils sont au haut des montagnes où il ne se passe pas rien en vérité. Ils ne sont pas là où en fait il y a... Donc en fait, il n'y a plus que là où le vivant se planque, c'est dans les fins fonds des grandes montagnes des Alpes, pour avoir un tout petit peu d'endroit pour vivre, tu vois. Mais c'est la vérité. Les bouquetins, les loups, on les retrouve là. On ne les retrouve pas dans les plaines de la Saône-et-Loire, de la Normandie, de la Bretagne brocéliande, etc. Donc, ils vont là où on leur concède un tout petit peu d'espace de tranquillité. C'est ça la vérité. Et donc, nous, en Europe occidentale, c'est nous qui avons fait le plus de dégâts depuis l'histoire depuis que l'histoire a commencé il y a 2000 ans. C'est à nous de montrer la voie. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, tu vois, c'est pas nous qui devons être les sauveurs, mais c'est à nous de réparer ce qu'on a mal fait. Et là, j'insiste sur l'homme occidental blanc, colonialiste, etc. Je ne veux pas rouvrir les paquets parce que là, tu vois, tu ne peux pas parler de politique, mais c'est nous qui devons avoir le courage de faire ce genre de choses. Mais alors, quelle place pour le réensauvagement paysan? Et donc, quelle place pour l'homme, l'agroécologie, dans des espaces que l'on souhaite laisser à la vie sauvage? C'est fantastique parce que c'est tout à fait possible. En fait, toutes les études montrent que dans l'agroécologie, dans une ferme de maraîchage sur sol vivant, sans chimie, la vie revient. Exemple, la ferme du Bec et Loin. Tu vois, Perrine, qui a fondé la ferme du Bec et Loin, elle est vice-présidente de mon fonds de dotation. Et en fait, l'agroécologie, ça marche pour le vivant. On peut cohabiter. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut repasser un pacte avec le vivant. Mais ça demande des transformations systémiques fortes et puissantes. Par contre,
ça ne répond pas à une chose importante, c'est qu'est-ce qu'on fait de la macrosphère. C'est-à-dire les grands mammifères. Ils ont tous disparu depuis 15-20 000 ans. Partout où l'homme arrivait, les mammifères, les gros mammifères disparaissaient. Ça a été théorisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'humain arrivait dans un endroit, quand on est arrivé en Amérique du Nord, il y avait des éléphantidés, il y avait des paresseux géants, il y avait des ours géants. Et nous, la biodiversité de ces grands mammifères s'est effondrée à chaque fois au moment où on arrivait. Donc en fait, il ne s'agit pas de réifier un passé enchanté qui n'a jamais existé. Ça n'a pas existé. Il y a besoin de partir from scratch et d'imaginer autre chose. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tu vois, les derniers endroits où ces grands mammifères existent, c'est en Afrique. Tu vois. Et c'est pour ça que les gens font des safaris, des choses comme ça, parce qu'ils ont besoin de voir cet imaginaire qui a disparu. Donc, l'agriculture, c'est charnier. Hein. On le sait, hein. C'est vraiment là où tout se joue. On a besoin de recréer des espaces de biodiversité intenses que sont les forêts primaires. Et les forêts primaires, elles ont disparu. Et les forêts primaires, c'est 1000 ans. Donc, c'est génial, parce que déjà, c'est un vrai projet dans des temps longs. Et je trouve que ce qui manque dans nos sociétés modernes, c'est d'avoir des visions de temps long. Le super exemple, je trouve, c'est ce qui se passe à Tchernobyl, où en fait tu t'aperçois que l'atome est moins mortifère que l'humain. C'est quand même le constat qu'on fait. Parce que là-bas, il y a des rennes, il y a des loups, enfin, toute la macrosphère est revenue, tu vois, c'est magnifique. Donc ça veut dire qu'on peut reproduire, on peut se nourrir et habiter la Terre sans abîmer, sans puissamment être mortifère pour le vivant. Ça demande peut-être aussi un rééquilibrage, j'en suis persuadé, de l'humanité. Je ne suis pas sûr qu'à 8 milliards ça marche. En fait, moi je suis assez malthusien dans l'approche. Je pense que c'est une utopie de penser qu'à 8 milliards on n'a pas rompu les équilibres naturels, tu sais, avec le vivant. Donc ça demande aussi de se dire à partir d'où on n'est plus à l'équilibre. Tu vois, avec, on a trop bien réussi, pour le dire simplement. Et après, d'avoir des grandes zones tampons dans lesquelles il n'y aurait pas d'activité humaine et on laisserait juste les dynamiques des systèmes. Exactement. La fameuse zone 5, ça a été théorisé dans pas mal de bouquins de gens qui préconisent 50-50. 50% des terres avec une activité humaine, 50%. Donc je trouve ça bien. Je trouve que pour une espèce sur 10 millions, 50%, c'est pas trop mal quand même dans le pacte. C'est pas un deal qui est trop mauvais pour nous quand il réfléchit, tu vois. Et pourtant, tu dirais ça à certains, mais c'est n'importe quoi. Pourtant, il y a 10 millions d'espèces sur la Terre, il y aura une espèce qui en aurait 50%. Donc dans le deal, ça va, quoi, tu vois. Et ça, c'est envisageable. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est difficilement envisageable à la santé, mais ça permettrait d'avoir un but commun à moyen terme, comme une boîte. Et si tu as un but, c'est facile. Ouais. Donc l'agroécologie sans chimie qui sert le vivant, c'est-à-dire qui commence par la terre, hein, avec... et puis j'insiste tout le temps sur le fait de végétaliser son alimentation, parce que tu sais, les gens te disent « mais oui, mais on a besoin, parce qu'il y a besoin de surface pour nourrir tout le monde ». C'est faux. 75% des terres dans le monde servent à nourrir des animaux qu'on mange ensuite. Donc en fait, quand je parle de véganisme, végétarisme, c'est pas pour titiller les gens et les embêter, c'est pour dire moins peser sur la biosphère, c'est manger biologiquement parlant, c'est manger ce qui... Si tout le monde mangeait un bœuf tous les 15 jours, ça va. De pâturage, tout irait bien. Tout irait bien, c'est pas le cas. Exactement. Même une fois par semaine. Donc en fait, il y a une équation qui fonctionne. Ça, c'est sûr. Mais ça demande, tu sais, ces rajustements-là qui sont baisser la protéine animale, probablement des sujets malthusiens qui sont difficiles à regarder. Je pense qu'on ne parle pas assez de démographie, de politique des naissances, tout ça, parce que c'est hyper mal vu. C'est la liberté absolue pour l'être humain d'être libre de donner naissance au nombre d'enfants qui... Et je le comprends. Sauf que comparaison n'est pas raison. Tu ne peux pas comparer, il y a un siècle où tu donnais naissance à 10 enfants, il y en a 5 qui mouraient. C'était un peu ça quand même, tu vois. C'était violent. Et on était 1 milliard sur la Terre, à une humanité à 8 milliards, dans lequel 95% des enfants arrivent à l'âge adulte, et dans lequel un enfant européen correspond à peu près à l'impact d'une quinzaine d'enfants africains, tu vois. Regarder les problèmes en face, c'est dur. Et ce sujet de la démographie, il est très dur à regarder en face, parce qu'il est hyper tabou. La transition agroécologique qu'il faut faire absolument, c'est comment nourrir les gens en régénérant les écosystèmes. C'est la vérité, c'est ça en fait le grand défi.
On a voulu embrasser cette question, mais on l'embrasse de façon mineure, parce qu'il y en a plein qui l'adressent de façon très pro. Mais on s'était dit aussi que d'un point de vue stratégique, c'était intéressant pour que le projet soit un peu mieux compris. Pourquoi? Parce qu'autrement, ça aurait été qualifié d'une espèce de réserve naturelle. Et c'est pas une réserve. Et donc, on traite ces sujets de transition agroécologique sur 5-10 hectares en mêlant forêt-jardin, agroforesterie, verger haute tige, permaculture, maraîchage sur sol vivant, des choses comme ça, pour aussi adresser ce sujet-là et montrer que déjà que ça c'est un écosystème complètement cohérent, tu vois, en fait, la vie locale elle va se nourrir de ce qu'on est en train de produire là à moyen temps, et ça c'est cool. D'un point de vue pédagogique, c'est plus joli d'avoir la nourriture à côté, ça fait partie de ce que ça a toujours été. De montrer d'autres façons, parce que l'être humain agit par mimétisme d'une autre façon, parce que nous, on n'a pas un but de résultat. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper, mais si ça fonctionne, ça interpelle. Donc les gens regardent autour ce qu'on fait et peuvent potentiellement s'inspirer de ce qui va fonctionner. Troisièmement, quand tu fais passer des élus ou des choses comme ça, le projet est un peu mieux compris. Donc ça ouvre la porte à des financements potentiels, des choses comme ça, parce que on a une approche un peu moins radicale quand on décide aussi de nourrir l'être humain localement, etc. Parce que tu sais, ils aiment bien les choses binaires. Ah oui, vous protégez les hannetons, mais vous ne faites rien alors qu'il y a beaucoup de misère, c'est un peu ça, tu vois. Mais c'est pas ça. Sauf que tu vois, c'est mieux compris. Non, mais tu comprends, ils vont te dire tu t'occupes de ça et tu t'occupes pas de la misère qu'il y a. Mais je dis, c'est pas ça le sujet. C'est pas. Tu peux pas. C'est fallacieux les deux vont ensemble et en plus, nous, on s'adresse à la racine profonde. Mais tu vois, comme c'est un peu profond, et d'un point de vue holistique, c'est de montrer que tu n'as pas besoin forcément de tout séparer. C'est que tu peux imaginer produire en menant ce projet qui est du rewilding. C'est-à-dire que tu peux avoir une vie humaine sur place et à côté de ça avoir, alors bien sûr, sur un tronçon qui est un peu plus large puisqu'il y a 200 hectares et qu'on parle d'agroécologie sur une dizaine d'hectares seulement, mais tu peux mêler l'ensemble. Tu n'as pas le choix que de dire oui, il y a de la contrainte, mais comment je passe un autre pacte avec ce vivant-là, comment je m'y prends pour produire ma nourriture parce que j'en ai besoin, sans être délétère, sans peser négativement sur cette vie. Tu vois, c'est le vrai sujet. Et c'est dur. C'est dur, parce que la chimie, c'est facile, mais ça a marché un siècle. Buter tous les animaux parce qu'ils nous gênent, c'est ce qu'on a fait, et on s'aperçoit que nous, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Donc en fait, cette solution-là, elle ne marche pas. Et nous, on a voulu se confronter à ça, tu vois aussi, de se dire, on n'est pas des doux rêveurs qui sanctuarisons une zone de vie, on s'en fout de la vie locale, etc. On dit, regarde, nous, on a sanctuarisé une zone d'une certaine façon, mais on produit aussi de la nourriture. Il y a une nana qui étudie les loups, c'est formidable. Je ne sais plus comment elle s'appelle, depuis une vingtaine d'années, elle avait montré le territoire que se répartissaient 3 meutes de loups. Et en fait, tu vois, elle avait mis par des codes couleurs et tu voyais que personne n'allait sur le territoire des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment un équilibre précaire comme ça entre les 3 meutes. Et c'est comme ça la vie en fait. C'est qu'un équilibre précaire. Le vivant cherche toujours des équilibres. Et nous, on a essayé d'imposer fortement, puissamment notre volonté au vivant. Et en fait, ça a marché un siècle. Ça a même trop bien marché, mais il y a un prix à payer. Et cette idée de territoire, de pacte, alors que la Terre est pleine de limites. Exactement. Et les limites permettent l'abondance. C'est vrai. Parce que chacun connaît ses limites. Un chêne, il sait que c'est un chêne, que c'est pas un sureau, que un écureuil, c'est un écureuil, il a certaines limites. Là, tu parles de territoire. Et en fait, c'est où sont nos limites et où est-ce qu'on n'empiète pas sur le territoire de l'autre, quoi. Mais complètement. C'est tellement important. Et tu sais, ce qui est dingue, c'est que même chez les arbres, où tu as l'impression que dans une forêt, tout se touche, s'entremêle, c'est faux. Où en fait, tu as des arbres qui ne se touchent pas. Pourtant, ils ont grandi. De timidité. Exactement. Et donc, même eux, ils savent qu'ici, c'est mon voisin qui est là. C'est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Et tu vois, des fois, je regarde un frêne, un hêtre là-bas, et je vois qu'il y a 0 branche qui se touche. C'est comme s'ils savaient où l'autre était. Et dans tout, on a oublié, nous, êtres humains, ces fameuses limites, on ne s'en est pas fixé.
Et c'est dur, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de s'en mettre dans les organisations humaines, parce qu'on n'y arrive pas. Faire attention à soi, chacun a ses propres limites, comme tu disais, et donc il y en a qui sont capables, parce qu'ils le sont comme ça, de porter des choses plus ambitieuses que d'autres sur le papier, mais c'est juste parce qu'ils sont faits tu vois, ils sont faits comme ça. C'est ce que t'aimes. Exactement. Et dans les organisations humaines, tu as besoin de tous ces profils-là. Ouais. Mais moi, ce que j'aime avant ça, c'est d'abord la cohérence citoyenne. En fait, j'aime pas trop. Je suis très gêné par des gens qui portent tous ces sujets-là, mais qui ne sont pas déjà cohérents vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, si toi déjà tu es en cohérence dans ta manière de vivre par rapport au sujet qu'on évoque, tu as fait énormément. Parce qu'en fait, si tu multiplies par 7 milliards ou par tous les Occidentaux, bah, tu as résolu le problème. Et là, j'insiste toujours sur les riches. C'est sur ceux qui ont les moyens, les 10% qui ont les moyens. Parce que c'est eux qui foutent le bordel. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Parce que moi, je suis entouré de gens qui sont fortunés. Tu sais, je suis entrepreneur, j'ai plein de gens autour de moi qui ont beaucoup d'argent. Et je leur dis, c'est à vous, vous les mecs, d'être irréprochables dans votre approche. Tu vois, moi, je suis fondateur, j'ai 800 mecs qui travaillent pour moi. Ils savent que je ne prends pas l'avion, ils savent que je ne roule pas en Porsche et que je viens en métro. Ils savent que je suis végétalien. Et donc, avant d'être une espèce de taiseux, je suis d'abord un mec qui montre par sa façon de vivre, qui incarne ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est fondamental. Tu le sais, pas de transition agroécologique ou quoi que ce soit sans justice sociale. C'est la base de tout. Il faut aussi être dans le soin et ça demande d'écouter, de ralentir un petit peu aussi. Mais complètement ralentir, c'est un putain de sujet, tu vois, ralentir à fond. Mais tout le monde a ralentir, mettre d'autres métriques dans la boîte. Ça demande de déconstruire beaucoup de vérités, ce qui est dur pour l'être humain, tu le sais, parce que c'est une perte de cette manière d'être au monde dont tu as hérité. C'est très violent. En fait, le plus dur pour les êtres humains, c'est la déconstruction d'un héritage. Ils n'y arrivent pas. Et c'est pour ça que tu tombes sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la sagesse, tous ces sujets-là qui viennent en fait montrer que j'ai pas de vérité absolue. J'ai une espèce d'épiphénomène de bout de début de construction de quelque chose qui pourrait peut-être fonctionner. Mais si tu tempères un peu, au lieu de taper sur la table en disant c'est comme ça, tu embrasses les sujets de sagesse, de tempérance, d'intelligence collective, de tous ces sujets-là qui sont durs. Hein, et ça, nos sociétés occidentales, elles en sont loin, en vérité. Mais peut-être pas tant que ça. Parce qu'il y a l'embryon de quelque chose quand même. Donc si tu te projettes à 20-30 ans, ce qu'on dit là, qui paraît complètement débile, ça peut être quelque chose qui rentre en résonance chez les jeunes. Tu sais, c'est toujours intéressant de voir l'écosystème local, comment ils perçoivent au fond du fond les choses. Est-ce qu'ils disent la vérité sur... j'en sais rien, tu vois. On a la chance qu'il y ait des architectes qui aient gagné... Enfin, la commune a gagné un appel à projet d'architectes qui travaillent sur la commune du Costil. Ils ont gratuitement, c'est offert par l'État, sur un projet du Sapon-Auge en 2040. C'est quoi la commune de 2040-2050? Et donc, il y a un groupe d'architectes qui travaillent là-dessus, payés par l'État. C'est vachement bien. Ils font des audits dans toute la commune, ils viennent interviewer les gens, enfin, ils se projettent, pareil, pour imaginer ce que ça pourrait être, ces communes qui dépérissent et qui se vident dans 20 ou 30 ans. Et ils ont découvert le projet du Costil et ils adorent, tu vois, et ils ont demandé l'opinion à huis clos aux locaux. Et on a eu l'agréable surprise de voir qu'il n'y avait pas de vision si délétère vis-à-vis du projet. Il n'y avait pas... c'était plutôt positif ce qui leur sortait. Ça, c'était cool, parce que je pensais que c'était plus binaire, qu'il y avait des gens pour et contre. Mais comme on a pris soin d'y aller doucement et d'être assez pédagogue dans notre approche, apparemment, le projet est bien reçu par la commune, dans l'ensemble, à part quelques toujours ultras, tu vois. Donc ça, c'est cool, tu vois, ça fait plaisir. Et parce que si on gagnait pas ce pari d'être localement accepté, bah, il ne pourrait pas y avoir d'autres projets comme ça qui naissent. Il faut que les communes se disent j'ai une chance d'avoir ça à côté. Nous, c'était notre souhait, notre rêve, c'était de se dire dans 10 ans, on veut que, peut-être qu'ils ne comprendront pas tout de suite, mais que dans 10 ans, ils se disent que c'est une chance pour la commune d'avoir ce site à côté. C'était comme ça qu'on voulait qu'ils le perçoivent.
et qu'à la fin, ils se disent « Oh putain, c'est cool, il y a cette initiative à côté qui, pour plein de raisons diverses, apporte à la vie locale. » Et c'est quand même vachement ce qui se passe, tu vois. Parce qu'il y a une mise en lumière, il y a des gens qui viennent, ça fait un peu travailler la commune, ça la valorise, blablabla. Rodolphe aborde le modèle économique des projets de réensauvagement, nationaux et internationaux qu'il imagine, et comment cette posture est vue dans le monde du business. Parce que pourquoi les gens ils me demandent de venir intervenir? C'est pas parce que j'ai réussi financièrement ou j'ai monté une boîte. Oui, dans l'écosystème business, ils me demandent de venir, dans l'écosystème boulange, ils me demandent de venir témoigner de ce que je fais, tu vois. Mais dans les autres univers, ils me demandent de venir intervenir par ma posture singulière, par la créativité qu'on a mis dans une boîte, c'est de te dire, on réconcilie un peu plein d'univers qui sont sur le papier, un peu comme de l'huile et de l'eau qui ne marchent pas, et qui prend ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il se dépossède d'une partie de sa valeur, parce que tu sais, nous on a cédé des titres au fonds de dotation, les titres des holdings, un peu à la Patagonia. C'est-à-dire qu'à la fin, le fonds de dotation va devenir propriétaire des entreprises et une grande partie de la valeur va aller vers ce fonds de dotation qui sert à restaurer. Donc, cette posture un peu nouvelle, c'est une piste intéressante pour le XXIe siècle des organisations humaines. L'être humain, il n'arrive pas à se tempérer. On ne peut pas se mettre nous-mêmes des barrières. Il faut qu'il y ait des règles. Et aujourd'hui, tu le vois bien, sinon ça devient Musk, ça devient Arnaud, avec des richesses qui sont juste inimaginables par rapport à l'immensité de la pauvreté monde. Et donc, je pense que ces sociétés à but de création de valeur, elles doivent s'organiser différemment en mariant tu sais, la charité, un peu comme les protestants du siècle passé, etc. Et donc ça, c'est la première chose, et qu'on repositionne la mission de l'entreprise au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on choisisse des métriques qui soient un peu différents, pas que des métriques de création de valeur. Nous, on a adopté la triple comptabilité, tu vois. La triple compta, ça nous permet de regarder l'entreprise par un autre prisme. Et on a choisi 3 métriques, c'est l'économie d'eau, l'économie de terres arables et la décarbonation. Parce que tu sais, la biodiversité, c'est dur de la plugger dans tes comptes de résultats. On n'y arrive pas. C'est une poignée de terre, tu le sais. Donc, c'est impossible. Tu peux dire qu'une partie de la création de valeur, elle est fléchée, mais pas par le don du mec qui est en haut et qui décide tous les ans, comme un grand seigneur, de faire un petit chèque. Parce qu'il y a un actionnaire qui est aussi un fonds de dotation, une fondation, une association, de façon significative. Quand il y a distribution de dividendes, tu flèches vers la philanthropie et l'impact. Donc là, ce n'est pas, tu sais, au bon vouloir du dirigeant. C'est obligatoire. C'est quand il diverse des dividendes pour ses actionnaires ou lui, il en verse aussi au bien commun. Et c'est ça qui m'anime. Le deuxième message, c'est qu'il faut retrouver des mots qu'on a oubliés, hein, qui faisaient partie de la sémantique des organisations humaines, comme sagesse, contemplation, des mots qui sont hyper importants aujourd'hui, qu'on a complètement oubliés et qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. En fait, tout ce qui ne s'achète pas, en fait, tu vois, ces mots-là, on les a oubliés. On a cru qu'on pouvait, avec l'argent, tout faire. Et tu t'aperçois que ceux qui ont réussi à être le meilleur, bah, même quand ils arrivent en haut, parce qu'autour de moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs à succès. Tu leur poses la question de est-ce que tu as réussi, ils vont 99% entre quatre yeux, ils vont te dire non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il sait en fait les priorités une fois qu'il est arrivé en haut, tu vois. Il sait que c'est avoir une bonne santé, que c'est avoir des gens qui t'aiment, tu vois. Du temps pour sa famille, enfin, tu vois, il le sait tout ça. Il a juste été un espèce de mec qui a tout bien fait, qui a coché toutes les cases qu'on lui a dit de faire depuis petit. J'ai demandé à Rodolphe de me partager comment concrètement il aligne ses valeurs, ses pensées et ses actes au quotidien. Et pour terminer, le message qu'il souhaite transmettre aux personnes qui écoutent ce podcast. Eh bien, j'ai réduit énormément mon temps de travail, comme je te disais. Je fais 4 jours de travail et 3 jours, je coupe 3 je rebondis sur le mot ralentir, se l'appliquer à soi-même. J'ai travaillé comme un forcené pendant une douzaine d'années, quinzaine d'années, en mode 7 sur 7, t'es déterminé, tu vois, focus. Pondérer l'entreprise et c'est-à-dire le côté focus et la contemplation en me reconnectant à ce vivant.
par le costume. Mais moi, j'aime aussi beaucoup voyager dans toute l'Europe pour voir tous les projets qui naissent sur le rewilding. Ça me passionne incroyablement. Donc je vais un peu partout. L'été dernier, je suis allé en Allemagne, dans le détroit de l'Oder, qui a tout le long de l'Oder, donc ce fleuve-là avec le delta qui est laissé en libre évolution, à cheval sur la Pologne. Pareil au Portugal, dans les Abruzzes en Italie, voir tous les projets qui naissent parce que ça fait du bien. Et cultiver l'altérité, comme je te disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire accepter plus la différence, tu vois. C'est important. Et ça, c'est un des traits fondamentaux, je pense. Donc accepter la différence des cultures, des langues, des sexes, de tout, des manières de penser, exactement. Même accepter, exactement, et même celui qui est en opposition avec toi. Le vrai travail d'accepter qu'il y en ait qui ne voient pas les choses comme toi. Tu vois, j'essaye d'être dans la médiation avec les chasseurs, là-bas, chez moi, mais pas être dans la confrontation. Et c'est pas facile, hein, je t'assure, vraiment, c'est dur. Donc même l'équilibre avec travail et vie privée, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de pas aller dans les excès, en fait, tu vois. C'est essayer de trouver, de pas pousser les excès. Et dans nos sociétés contemporaines, on va beaucoup vers les excès. Et j'ai une dernière petite question qui me vient là comme ça. Est-ce que t'aimerais ou tu aurais pu devenir paysan? Oui, largement, parce que tu sais que c'était le premier métier que je voulais faire quand j'étais enfant. Parce que moi, je viens d'une famille agricole, du côté de mon père. Tu sais, j'ai grandi à la campagne en Normandie avec mes grands-parents qui avaient une petite ferme de 15 hectares à l'ancienne, tu sais, le polyculture élevage classique d'une agriculture de subsistance. Et mon voisin qui avait à peine plus grand chez mes parents. Nous, on était à 6 km de mes grands-parents. Donc, il y avait un mois en grandes vacances chez mes parents à la campagne et un mois chez mes grands-parents pendant une quinzaine d'années. Et j'adorais cet univers-là. J'aurais pu être paysan sans aucun problème. Se poserait à moi la question de l'animal, c'est maintenant, tu vois. La polyculture, c'est un vrai sujet. Pourtant, je suis végane, mais en fait, je ne mets pas de côté la polyculture élevage. Mais c'est un sujet sur lequel je n'arrive pas à répondre. Je suis incapable de répondre à la question de l'animal subordonné à Homo sapiens. Je ne sais pas répondre à ça, c'est trop complexe. Parce que je pense que dans une vision de subsistance, c'est pas la même chose que l'énergie en abondance, tu vois. C'est-à-dire que survivre, c'est pas la même chose que vivre. Donc la petite polyculture élevage de nos grands-parents, etc., elle était prépondérante pour survivre. Oui. Nous, aujourd'hui, non. En vérité, quand tu as le choix, tu n'es pas obligé de mettre des protéines animales dans ton caddie. La preuve en est, j'en connais plein qui sont véganes et qui vivent très bien. Mais je te parle dans une économie et dans une société dans laquelle il n'y a plus autant de ressources énergétiques. Et donc, tu as de la recherche d'efficience, d'efficacité, il y a moins de transport, il y a moins de tout ça. La polyculture élevage semble être difficile à se substituer à une agriculture 100% végétale. Je serais curieux d'aller voir plein d'exemples comme en Inde, tout ça, parce que je sais que moi, ma femme est japonaise. Pré-Deuxième Guerre mondiale, c'était largement... Enfin, tu sais, tous les shoguns, tout ça, c'était des végétariens. Quand il y a les premiers bateaux qui sont arrivés au Japon et qu'il y avait plein d'animaux sur les... c'était les Portugais qui venaient, les Néerlandais. Il y avait beaucoup d'animaux. Le shogun leur a demandé ça servait à quoi. Tous ces animaux, il leur a dit c'est pour manger. Ils étaient choqués. Parce que le peuple, les Japonais étaient 98% végétariens avec un peu de poisson dans les moments festifs. Pas comme quand les gens pensent, des sushis tous les jours. On en est loin. Ils se nourrissaient des plantes de la montagne, potagers, fruits, etc. Les Indiens aussi. Donc, ce qui me fait dire que il y a des exemples de civilisation où tu te nourrissais de façon très peu carnée. Et donc ça semble être possible. Intérieurement et dans tes tripes, si tu te sens l'âme d'un éleveur, et ou d'une éleveuse, moi je connais des gens qui aiment profondément élever des animaux, jusqu'à alors évidemment, choisir de leur donner la vie et choisir de leur donner la mort à un moment. Pour moi, les personnes qui sont capables d'aller jusque-là, il n'y en a pas beaucoup. L'animal comme objet, c'est indéniablement une erreur fondamentale.
l'animal, comme tu dis, qui est capable de tuer. Moi, je suis pas mal revenu sur la question de la morale par Nietzsche ces derniers temps, où en fait la notion de bien et de mal, elle n'existe pas, tu vois, dans le vivant, dans la nature. Donc c'est une posture très humaine qui me gêne, que j'assume, mais qui me gêne, parce qu'elle me dissocie d'une certaine façon des règles, des grandes règles du vivant. Et je ne sais pas répondre à ça. Et quand je me positionne comme ça, je me dis pas que c'est bien ou mal, je me dis que c'est, point final. Tu vois ce que je veux dire? Le lion qui vient manger le bébé d'une gazelle, nous on va s'offusquer, on va regarder ça en disant c'est cruel, ça. C'est pas cruel, c'est comme ça. Donc j'accepte qu'on puisse mettre à mort un animal pour le manger. J'aime l'idée de croire que si on peut s'en passer, on pourrait imaginer s'en passer. Franchement, le message que je trouve, c'est de plus être en cohérence avec ce qu'on dit et de ne pas avoir peur d'aller dans les zones d'ombre personnelle. De ne pas faire de dissonance cognitive, d'être vrai vis-à-vis de soi-même, ce qui n'est pas facile. Et on remarque que chez l'être humain, c'est très difficile d'aller dans certaines zones qu'il ne veut surtout pas explorer. Ça, c'est très Jung. C'est là où se trouve la réponse. Peut-être pour plonger dans les zones de l'inconscience que tu ne souhaites pas regarder. Pour clôturer, ça serait de répondre à la question juste de qu'est-ce qu'on veut. Je pense que personne ne sait y répondre. Et voilà, cette série au domaine du costil est terminée. Enfin, pas tout à fait. J'y retourne en avril pour profiter de la sève montante et des animations printanières. Je vous invite à faire un cycle de respiration pour pouvoir intégrer ce que vous venez d'écouter. Alors, comment vous sentez-vous à présent? Une fois que vous aurez pris le temps de voir ce que cet épisode vous a apporté intérieurement, je vous invite à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit et à partager cet épisode à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier. Merci beaucoup pour votre soutien et à bientôt.